Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Un an après la mort de George Floyd et alors que les manifestations Black Lives Matter trouvent un écho dans le monde entier, la question de la réparation de l'esclavage reste cruciale et les voix des descendants d'esclaves aux États-Unis notamment continuent de se faire entendre pour que ces injustices du passé trouvent un point final. Oui, mais voilà, peut-on réparer économiquement des siècles de violence et de discrimination? Comment un pays ou des entreprises privées doivent-ils et peuvent-ils faire face à leur passé, aussi douloureux soit-il? La prestigieuse université de Georgetown à Washington s'est lancée dans un travail de mémoire. Regardez ce reportage de Christelle Gem et Aviva Fried, on en parle juste après. Nous sommes à Maringouin, en Louisiane, au cimetière du Cœur Immaculé de Marie. Le cimetière est séparé, les Afro-Américains à gauche et les âmes des Blancs à droite. Je suis devant la tombe de mon arrière-arrière-grand-père, William Harris. Il a été asservi dans son enfance et son adolescence dans la plantation de West Oak à Maringouin. Sandra Thomas est l'une des descendantes de la famille Harris, une famille d'esclaves. En 1838, les parents de son arrière-arrière-grand-père sont envoyés du Maryland jusqu'en Louisiane pour y travailler dans les plantations de canne à sucre. On les a fait marcher jusqu'à Alexandria et on les a mis sur un bateau, le Catherine Jackson. Je crois que le trajet en bateau a duré au moins 2 mois et demi pour arriver à la Nouvelle-Orléans. Ensuite, ils les ont mis sur un bateau à fond plat et leur ont fait remonter le Mississippi. On les a largués dans différentes plantations tout au long du fleuve. Les ancêtres de Sandra ont été vendus en 1838 par l'une des plus prestigieuses universités du pays, l'université de Georgetown, fondée par les Jésuites. Près de 2 siècles plus tard, la question des réparations pour les descendants d'esclaves se pose désormais aux États-Unis. Les réparations, ce n'est pas de la charité. Les réparations sont le paiement d'un dû. Je pense que les réparations doivent être payées directement aux descendants. Ce qu'ils font avec cet argent, ça les regarde. Qu'ils aient leur libre arbitre. C'est ce que nous n'avions pas lorsque nous étions esclaves. Nous n'avions pas de libre arbitre. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Arrivés au XVIe siècle sur le continent américain, les Jésuites établissent l'université de Georgetown. Pour la financer, ils acquièrent des plantations de tabac dans le Maryland et pour y travailler, la Société de Jésus utilise des esclaves. L'esclavage était lui-même une institution chrétienne. Les jésuites et les catholiques ont justifié la traite des esclaves depuis le XVIe siècle. Pour eux, c'était faire sortir les gens de l'obscurité païenne en les exposant aux lumières du christianisme. Mais l'université rencontre des difficultés financières. Alors, en 1838, les Jésuites décident de vendre 272 esclaves. Cette vente rapporte 115 000 $ de l'époque, soit l'équivalent de 3 millions de dollars d'aujourd'hui. Les acheteurs, des propriétaires louisianais. Quand les jésuites du Maryland ont décidé de vendre leurs esclaves en Louisiane, ils ont dû obtenir la permission de leur plus haute autorité à Rome. Cette permission a été donnée sous condition. Vous pouvez effectuer cette vente uniquement si vous vendez à des propriétaires qui accordent aux esclaves l'exercice libre du catholicisme. Richard Cellini, un ancien étudiant de Georgetown, a fondé le Georgetown Memory Project. En 2015, il demande à un responsable de l'université des informations sur les 272 esclaves. Il m'a répondu, je cite, « Cher Richard, Georgetown a examiné ceci il y a quelques années déjà. Ce que nous avons découvert, c'est qu'ils sont tous rapidement succombés à une fièvre dans les marécages malodorants de Louisiane.
En gros, il voulait dire qu'ils étaient tous morts et qu'il n'y avait pas de traces ni de descendants. Et je me suis rappelé m'être dit, mais ce n'est pas possible, même pour le Titanic, il y a des survivants. C'est à partir de là que j'ai décidé que je devais rechercher les esclaves de Georgetown et leurs descendants directs. Avec sa petite armée de 8 généalogistes, Richard Cellini parcourt les archives de la Louisiane et du Maryland. En presque 6 ans, il a trouvé la trace de plus de 10 000 descendants directs des 272 esclaves et a fait des découvertes inattendues. L'un des responsables jésuites dans le Maryland, à partir des années 1840-1850, était suisse. Le père Burchard Williger, c'était le provincial des Jésuites du Maryland. Il a supervisé toutes les plantations avec des esclaves, tous les esclaves que Georgetown et les Jésuites possédaient toujours après la vente de 1838. Donc là, nous avons un jésuite suisse qui a bénéficié de ce système. Il venait du canton d'Argovie, en Suisse, son lieu de naissance. Donc, dès qu'on commence à creuser un peu, cela devient impossible de penser « cela n'a rien à voir avec moi, mon peuple n'a rien à voir avec ça ». Nous sommes tous complices. Même l'Argovie est d'une certaine manière complice de cette histoire. Nous y voilà, l'université de Georgetown, où tout a commencé. Mélissande Short-Colon est l'une de ces 10 000 descendants retrouvés par Georgetown Memory Project. À 63 ans, elle décide d'abandonner sa carrière de chef cuisinier à la Nouvelle-Orléans pour devenir étudiante. Car l'université a décidé de faciliter l'admission des descendants des esclaves vendus en 1838. Elle est la première d'entre eux à être admise à l'université qui a asservi ses ancêtres. J'ai ramené ma famille ici. Ils font partie de tout ça. Je fais ça pour eux. Dans son appartement situé à quelques pas de l'université, Mélissande se prépare à la répétition en ligne d'une pièce qu'elle a écrite, Here I Am, me voici. Cette pièce de théâtre retrace sa vie et celle de sa famille. Nous sommes l'histoire américaine. Nous devons mieux raconter notre histoire, ce que nous sommes. Il ne faut pas exclure qui que ce soit délibérément, en sous-estimant leur participation en tant que famille, en tant que peuple. Ma famille, elle est aussi importante que celle de George Washington. Eux, c'étaient des esclavagistes. Nous étions asservis. Les réparations, elle y pense, même si cela reste encore abstrait. Qu'est-ce que les jésuites vont faire? Je ne sais pas. Georgetown essaye de voir ce qu'ils peuvent faire. C'est une institution internationale qui a 400 ans. Vous pensez vraiment que cela va être corrigé? En 5 ans? Cette institution qui a éduqué ceux qui ont rédigé les lois à la base d'un système qui fonctionne toujours de la même manière aujourd'hui. Tout le monde s'en lave les mains. Des lourdeurs du système qui ont poussé des étudiants de Georgetown à prendre les choses en main. Shepard Thomas est le fils de Sandra Thomas. Avec Maya Moreta, il a fondé l'organisation des étudiants pour les 272 esclaves de l'université de Georgetown. Fin 2019, ils organisent un référendum auprès des autres étudiants pour qu'une réparation financière soit mise en place. L'idée est d'augmenter de 27,20 $ les frais d'inscription par semestre et par étudiant pour créer un fonds de soutien destiné aux descendants d'esclaves de la vente de 1838. Je pense que je dois quelque chose à ses ancêtres, parce qu'en étant ici, je profite de cette école que des esclaves ont construite. On ne peut pas séparer le diplôme que je vais décrocher en fin d'année et le travail forcé des personnes asservies.
66% des étudiants votent pour, mais l'université rejette leur proposition. Je pense qu'ils sont inquiets pour leurs donateurs, les gens importants. Et je sais qu'il y a des parents d'étudiants qui ne sont pas à l'aise avec notre idée, même si les étudiants ont voté pour ça. Pourtant, la direction de l'université a pris des décisions positives. Admission facilitée pour les descendants d'esclaves, un bâtiment rebaptisé en l'honneur d'un esclave et le président de Georgetown qui fait des excuses publiques. Nous ne pouvons pas fuir cette vérité, ni l'enterrer, ni l'ignorer. Nous devons l'exposer dans des excuses douloureuses, dans une prise de conscience collective. Nous avons sollicité une interview auprès de la direction de l'université, qui nous a répondu avec un simple communiqué écrit dans lequel Georgetown annonce la création d'un fonds de 400 000 $ pour les réparations, financé par des dons privés. La Société des Jésuites, quant à elle, n'a répondu à aucune de nos demandes d'interview. Le débat sur les réparations fait rage dans les universités américaines. Au niveau national, le Congrès a tenu des auditions sur la question, mais le problème est complexe. Certains économistes estiment que le montant des réparations à accorder pour l'esclavage pourrait atteindre 20 000 milliards de dollars. Bonjour Kanyana Mutombo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue et directeur de l'Université populaire africaine à Genève. Alors, on vient de regarder ce reportage. J'aimerais avoir votre sentiment. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ces images? Bon, je trouve encourageant et stimulant, évidemment, ces actions qui sont menées aux États-Unis, surtout à la faveur de ce qui s'est passé, la mort de George Floyd dans les conditions qu'on connaît, le regain, en tout cas, du mouvement Black Lives Matter. Mais c'est une approche américaine. C'est une approche américaine parce que la question des réparations, lorsqu'elle s'est posée à la grande conférence de Durban en 2001, elle n'a pas emporté, en tout cas, l'adhésion des Américains qui se sont tenus, qui n'ont jamais reconnu la déclaration de Durban, qui reconnaît tout justement le crime contre l'humanité, etc. Et donc, là, on voit des cas individuels parce que les États-Unis favorisent, ou en tout cas laissent faire plus ou moins les cas individuels, mais collectivement, au niveau de la nation américaine, la question n'est pas posée. Et pour qu'elle soit posée, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on demande des réparations? Parce qu'il y a eu crime. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu des crimes? Parce qu'il y a eu, pour ces crimes, une exploitation économique qui a généré donc la mise en esclavage, déjà la déportation de toutes ces personnes et la mise en esclavage de ces personnes. Et la justice n'est jamais intervenue. Donc c'est un crime impuni jusqu'à aujourd'hui. Et puisque c'est impuni, on ne peut pas demander ce qu'on demande avant les réparations, la repentance. Parce que pour pouvoir réparer un crime, il faut déjà que la personne reconnaisse ce crime et qu'il puisse se repentir. Et se repentir, ça veut dire, voilà, plus jamais ça. Or, dans le processus, on voit très bien que l'exploitation de l'Afrique, le pillage continue, que les crimes continuent sous une autre forme. Il suffit d'aller dans l'est du Congo pour s'en rendre compte. Tous les chefs d'État qu'on élimine parce que voilà, ils ne sont pas dans la bonne ligne. Au niveau de la justice, c'est l'impunité totale. La reconnaissance, il y a une reconnaissance internationale à Durban, mais cette reconnaissance devrait s'inscrire dans l'ordre législatif de beaucoup de pays. Ce n'est pas encore le cas. En Suisse non plus, la Suisse qui a adhéré à cette déclaration parce qu'elle était à Durban, en tout cas, ce n'est pas du tout reconnu. Et parce qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de réparation, donc il n'y aura jamais de réconciliation qui est le point final de ce processus. On va revenir, Kanyana Mutombo, sur la repentance, sur la réconciliation possible. Mais d'abord, je vous accueille. Nicolas Bansal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste des questions coloniales et postcoloniales, et vous enseignez à l'Université de Lausanne. Alors, l'esclavage, on l'a vu, c'est 3 siècles et demi, plus de 3 siècles et demi d'histoire. C'est une histoire récente qui s'est terminée il y a près de 2 siècles. Et pourtant, cette page sombre de l'histoire n'a pas encore été réglée. Est-ce qu'à vos yeux, pour l'historien
que vous êtes, la question de la réparation, c'est la question la plus urgente, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à régler avant? Je ne vais pas me prononcer sur la question des réparations. Si vous le voulez bien, on va y revenir après. Mais je voudrais rebondir sur le reportage qu'on vient de voir, parce que ce que dit ce reportage me semble déjà très important. D'une part, l'actualité de l'esclavage dans la société américaine. Le mouvement Black Lives Matter dont on vient de parler, c'est aussi un mouvement qui a une réflexion sur l'histoire, qui a débouché aussi sur un certain nombre d'actions qu'on peut critiquer, peu importe, mais on a tous entendu parler, c'est le déboulonnage des statues ou leur vandalisation, c'est la demande de débaptisation de noms de rues et de rendre hommage à justement à des personnes esclaves ou victimes de la ségrégation pendant la période de la ségrégation américaine, qui date quand même de la fin du 19e siècle et qui se poursuit, je le rappelle, jusque dans les années 60. Donc c'est hier. C'est pour ça que cette mémoire est extrêmement puissante aux États-Unis. Et je pense que la nouvelle génération, c'est ce qui m'a marqué, moi, dans ces manifestations, la nouvelle génération demande un éclairage, demande des explications, parce que ces réalités historiques ont été quand même très longtemps tues, il faut le dire, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, pour ce qui concerne non seulement l'esclavage, mais aussi la colonisation et ses effets dans le présent. Alors là, je me suis un peu plus à l'aise pour en parler. Et ça, ce sont des sujets, d'abord des sujets de connaissance. Avant peut-être de parler de réparation et de repentance, ce sont des sujets de connaissance qui me semblent indispensables. Alors peut-être qu'il ne faut pas déboulonner les statues, peut-être qu'il faut les laisser là, mais peut-être qu'il faut avoir des systèmes d'apprentissage, parce qu'elles font partie, après tout, de notre histoire. C'est une histoire terrible, mais elles font partie de notre histoire. Et peut-être ériger des statues à d'autres gens que ceux auxquels on en érige toujours. Après, c'est une réflexion à avoir dans chacune des sociétés qui sont concernées par ces thématiques, et elles sont très nombreuses, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors, il y a toutes ces questions mémorielles qui se posent, qui, je crois, sont encore très largement enfouies dans une espèce de déni. On préfère ne pas en entendre parler, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable d'entendre ces histoires monstrueuses qu'ont été l'esclavage et puis les innombrables crimes coloniaux, même si la colonisation, bien sûr, est quelque chose de compliqué. C'est compliqué aussi de penser depuis l'Empire, d'essayer de comprendre, finalement, comment se fait-il qu'aux États-Unis, les discriminations ethno-raciales se poursuivent avec autant de vigueur. La ghettoisation, notamment des Afro-Américains, est un phénomène bien connu, et on le comprend mieux au regard de l'histoire. Mais ça touche aussi nos sociétés, ça touche la question du racisme, ça touche la question des discriminations des minorités ethniques. Tout ça nous vient de loin. Et ça, peut-être, pour moi, la première option d'importance, c'est d'abord qu'on fasse comprendre ce qui s'est passé, parce que ça me paraît être une manière essentielle d'être présent au monde tel qu'il a été et tel qu'il est devenu à partir de cette histoire. Kanyana Mutombo, je vous voyais hocher de la tête en entendant Nicolas Bancel. Si ce travail de mémoire n'a pas été suffisamment fait, est-ce qu'on peut chiffrer la vie d'un homme? Est-ce qu'on peut réparer économiquement des siècles de discrimination et de violence? Est-ce que cette démarche-là, c'est une démarche qui est censée, ou est-ce que c'est une démarche qui pourrait être symbolique ou autre qu'économique? On peut tout réparer. Ce que l'humain a fait, on peut le défaire et apporter cette réparation, cette consolation dont ont besoin les gens qui ont subi ça. Et tout justement, ce qui manque beaucoup dans les analyses qui sont faites, c'est il y a un état des lieux quand même à faire auparavant. Et dans cet état des lieux, il s'agit d'identifier les acteurs. Les acteurs parmi les victimes, les acteurs parmi les auteurs. Les victimes, effectivement, là, avec ce film, il y a un focus sur les victimes américaines. Il y a des victimes aussi en Afrique, non pas victimes dans le même sens. Ils n'ont pas, au niveau de l'esclavage, ça s'est passé tout à fait autrement. Mais il y a ces victimes qui ont vu le leur partir. Parce que du jour au lendemain, la force vive de l'Afrique est partie. Les meilleurs bras sont partis et il y a eu toute une période de désolation qui a commencé à affliger en tout cas ces continents et ces sociétés. On n'en parle pas suffisamment. Et il y a l'identification des auteurs. Bon, là, il y a un focus, je ne sais pas pourquoi, si les Européens ou les Occidentaux aiment s'auto-flageller, il y a un focus
sur la traite négrière transatlantique et l'esclavage aux Amériques et dans les Caraïbes. Mais il y a aussi l'autre côté. On oublie que les razzias négrières ont commencé au 7e siècle. Les Européens sont entrés dans la danse au 15e siècle, au 15e, 16e siècle. Donc, depuis le 7e siècle jusqu'au 15e siècle, ce sont les Arabes qui ont régné sur l'esclavage. Mais ça veut dire, et cette question-là, c'est pour vous deux, mais vous dites 7e siècle, on a commencé par parler de l'esclavage aux États-Unis, qui est encore plus récent, donc ça veut dire que ça fait tellement de siècles que ça se passe, c'est un système économique, social, culturel, paradigmatique presque. Est-ce que ça veut dire que l'argent, pour revenir à la substance du reportage qu'on vient de voir, est-ce que l'argent, la réparation économique, c'est quelque chose qui est à demander ou c'est quelque chose qu'il faut peut-être sauter de la tête et imaginer un devoir de mémoire ou des réparations plus symboliques, Nicolas Bancel? Alors, c'est une vraie question. À vrai dire, je n'ai pas d'opinion extrêmement tranchée. Je vois que les intellectuels africains ou afro-américains sont divisés sur cette question-là. Il n'y a pas un seul son de cloche. Par exemple, Achille Mbembe, que je connais très bien, qui est un ami, lui n'est pas pour les réparations. Pourquoi ? Parce qu'il pense, d'une part, que c'est replacer quelque part l'Europe et les États-Unis au centre du jeu, comme des acteurs de l'histoire du continent, qui, d'après lui, encore une fois, je parle en son nom, qui, d'après lui, doit regarder vers l'avenir et se débarrasser de cette aliénation, en fait, qui se poursuivrait, d'après ses dires, avec cette demande de réparation. C'est vrai que ça pose un deuxième problème, vous venez d'en parler, c'est celui de la traite négrière transatlantique et puis la traite négrière saharienne, transsaharienne. Ça, comment on fait ? Déjà qu'on a d'énormes résistances, comme on vient de le rappeler, de la part aussi bien des États-Unis que des pays européens, parce que même si la France est le seul pays européen, à ma connaissance, qui ait reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité, il n'a été suivi jusque-là par personne. Alors, si on parle des États du Maghreb et du Moyen-Orient, je pense que les résistances seront encore plus grandes. Donc, est-ce qu'on doit aller dans cette direction ? Est-ce qu'on doit peut-être prioriser d'abord la question de la reconnaissance de l'histoire, tout simplement. Ça, c'est encore... on a parlé de l'Europe et des États-Unis, mais si on va dans les pays du Maghreb, si on pense, par exemple, à la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, c'est une histoire qui est totalement occultée. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on doit, Kanyana Mutombo, une réparation symbolique, ça peut être faire valoir de réparation? Est-ce qu'il faut d'abord faire un travail de mémoire? Est-ce qu'on doit tout faire en même temps? Est-ce qu'il faut demander de l'argent? Si oui, à qui? Enfin, est-ce qu'une réparation symbolique, Kanyana Mutombo, c'est plausible? La réparation symbolique est théoriquement possible. Mais là aussi, il faut faire un état des lieux, des politiques ou des pratiques de réparation dans le monde et dans l'histoire de l'humanité. S'il existe des populations ou des peuples qui ont subi le type de dommages que l'Afrique a subi et qui ont concédé une réparation symbolique, pourquoi pas? Pourquoi devrions-nous être les premiers et les seuls à accorder une réparation symbolique? Tous les autres, si vous regardez l'histoire des réparations, qu'il s'agit des réparations coloniales, esclavagistes, les Japonais, ils ont fait des réparations aux Coréens, aux Sud-Coréens, etc. Donc, il y a toujours eu une réparation à monnaie sonnante et trébuchante. Maintenant, il s'agit de savoir comment déterminer ce montant qu'il faudra verser. On le verse à qui et qui doit le verser. Et pour ça, donc, il faut déjà qu'on reconnaisse le crime. Comme je l'ai dit, encore une fois, à part la reconnaissance de Durban, à part quelques pays, il y a la France. Au-delà de la France, il y a le Sénégal et quelques pays africains, en tout cas, qui ont reconnu ça dans leur ordre juridique. Et je pense qu'il y a la Belgique qui est en voie de reconnaître cela. Donc, il y a déjà la question de la reconnaissance et puis la repentance. On voit en France où on a reconnu, et puis ils dénoncent la dictature de la repentance parce que voilà, les pauvres, ils sont, comme on dit, torturés par cette repentance qu'on leur demande. Non, il y a beaucoup de choses qu'il s'agit de régler avant d'arriver à la question comme telle de la réparation et de montant. Il y a des préalables, et ces préalables-là ne sont pas encore remplis complètement. Une méconnaissance de l'histoire, Nicolas Bancel, qui a aussi cours peut-être en Suisse. Est-ce que la Suisse elle-même a joué un rôle dans cette page sombre de l'histoire ou pas du tout?
Oui, bien sûr, on le sait maintenant, c'est une page d'histoire qui commence à être bien renseignée. Mon collègue Thomas David, avec Yannick Schauffenbühl et Bouddha Etemad, ont fait un livre qui s'appelait « La Suisse et l'esclavage des Noirs », il y a maintenant une quinzaine d'années, et où il démontre clairement que d'une part, il y a des intérêts privés suisses qui ont beaucoup profité de l'esclavage. Vous savez qu'on a des débats aujourd'hui justement sur certaines statues érigées dans certaines villes de Suisse qui ont été des bienfaiteurs de la ville, mais qui ont bâti leur fortune sur l'esclavage. On a aussi, de la même manière, honoré des noms comme Agassiz, qui ont participé à la construction de la hiérarchie raciale, qui était quand même l'un des socles sur lesquels s'est bâti à la fois l'esclavage et Agassiz, c'était plutôt la période coloniale. Donc, vous voyez, c'est un débat qui devient public. Que la Suisse ait eu un rôle dans l'esclavage, ça fait maintenant aucun doute. Ça ne fait aucun doute. C'est éclairé aussi par des recherches récentes de collègues de Berne ou de Zurich. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut culpabiliser à partir de ça? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit en faire un objet d'histoire, de connaissance, tout simplement parce que ça a participé, qu'on le veuille ou non. C'est comme la colonisation pour les métropoles européennes. Eh bien, ça a participé à la construction de la société suisse. Et plus on n'est largement... pas coupable du passé, de nos ancêtres, des Non, actions. je ne crois pas. Enfin, moi, je ne me sens pas coupable du passé. Pourtant, je travaille sur des sujets, comme vous le voyez, qui sont extrêmement sensibles. Moi, je crois que le chemin de la réconciliation, c'est d'abord la connaissance, tout simplement, la connaissance. Parce que les animosités sont aussi fondées sur la méconnaissance, sont fondées sur la peur, notamment. Et si je prends un exemple très simple que je connais très bien, la question du racisme est très fondée sur la méconnaissance et la peur. Et les fondements du racisme contemporains, on les trouve non seulement dans l'esclavage, mais aussi dans le racisme moderne à la fin du XVIIIe siècle, qui a complètement implémenté cette idée dont on a beaucoup de mal à se débarrasser. Si vous ne faites pas de l'histoire, si vous n'avez qu'un discours moral pour dire le racisme c'est mal, ça n'a pas d'effet. Par contre, si ça vous permet à un moment donné de déconstruire vos propres représentations, parce que vous savez d'où elles viennent, là, par contre, c'est utile. Et je crois qu'il en va de même pour l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ce sont des histoires qui représentent une histoire douloureuse, mais universelle, qui appartient à tout le monde. Et je pense que ce partage, qui n'est pas facile, je le reconnais, est une des voies sur un avenir commun. La morale, Kanyana Mutombo. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rétablir. Il y a déjà sur l'origine du racisme, ça n'a rien à voir avec le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle n'est venu que prendre et développer ce qui s'est construit depuis déjà quelques siècles, c'est-à-dire avec tous ceux qui ont mis en place le fameux mythe de la malédiction des Noirs, et ce mythe qui a propagé la croyance en une servitude éternelle des populations noires ou des peuples noirs. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important qui n'a rien à voir ni avec l'esclavage, ni avec la colonisation du reste. Et l'autre question qui... Et très rapidement, parce qu'on va conclure. Oui, je pense que quand on dit, voilà, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Vous prenez la ville de Neuchâtel. La ville de Neuchâtel a reçu, en tout cas la ville a reçu un don à titre posthume, en tout cas de David de Pury, environ 600 millions d'équivalents, en tout cas 600 millions de francs, qui ont permis de rénover la ville, de la rendre plus propre, etc., etc. Alors, si un Neuchâtelois me dit, voilà, moi, je ne suis pas du tout responsable de ce qui est arrivé, je ne suis pas concerné, mais comment se fait-il que de Pury, qui a gagné de l'argent à partir d'un commerce odieux, le bénéfice de ce commerce, il en a profité à ses concitoyens, et ses concitoyens en profitent jusqu'à présent. Ils se disent, voilà, non, on n'est pas responsable. Si, vous êtes responsable tant que vous avez accepté l'argent du crime. Il faudrait qu'on consacre une émission entière sur la responsabilité et la culpabilité des générations présentes. En tout cas, merci à vous deux. Il y aurait beaucoup encore de choses à dire. Je vous remercie beaucoup. Quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi à l'adresse fautpascroire@rts.ch.